Bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi. On va commencer, on va fermer la porte. Alors, on a le plaisir de vous recevoir. Nous, c'est notre deuxième atelier cet après-midi sur le même sujet. On s'est réchauffé en anglais tout à l'heure, là, on va le faire en français. Je me présente, Hélène Guy, avocate en pratique privée depuis 30 ans à la défense des personnes. À ma droite, j'ai Mme Nathalie Houle, infirmière clinicienne de Sherbrooke. Et à mon extrême droite, Mme Susan McCauley, une personne de grande expérience également, qui va débuter l'entretien de cet après-midi, qui porte, comme vous le savez, sur les contentions physiques et chimiques en milieu de soins de longue durée. On va vous réserver une période de questions d'environ 20 minutes, on l'espère, mais sachez que toutes nos présentations valent la peine. Alors, on va commencer. Est-ce que monsieur le technicien, là, on est correct pour les gens qui ne veulent pas être filmés? Parfait. Nous, on est filmés, vous ne vous l'êtes pas. Fait que si tout va bien, on y va. Alors, bon après-midi, Susan. Merci. Alors, merci beaucoup d'être venu. Je voudrais premièrement dire que je suis pas francophone. Alors, ça se peut que mes explications et mon langage soient pas comme il faudrait tout le temps, mais je vais me débrouiller, je vais faire mon possible. Si vous avez des questions ou c'est pas clair, s'il vous plaît, me demander, puis je vais essayer d'expliquer. Peut-être je vais employer des mots anglais de temps en temps. Est-ce qu'il y en a qui comprennent pas du tout l'anglais? Bon, je vais le faire en anglais d'abord. Euh, Alors, je voudrais vous conter l'histoire de ma mère et moi. J'ai pris soin de ma maman. Je vivais du Canada avant 2011 et puis je suis revenue parce qu'elle était atteinte de démence puis elle avait besoin de quelqu'un pour la soigner. Puis ma famille, j'ai un frère et il faisait pas ce que je pensais qu'il fallait faire. Ma mère demeurait elle était dans sa maison, toute seule à la campagne, dans une grande maison avec son chat. Et puis, c'était pas possible. Elle ne savait pas comment cuisiner. Elle se perdait tout le temps. Elle se réveillait la nuit. Elle appelait mon frère en larmes parce qu'elle se pensait autre part. Alors, c'était vraiment un problème. Alors, je suis revenue au Canada pour la soigner. J'avais aucune idée de l'Alzheimer, de la démence, de comment être soignante. Mais c'est ça, il a fallu que je le fasse. Alors, je suis revenue et j'ai resté avec elle dans sa maison pour 1 an et j'ai appris beaucoup de choses pendant ce temps-là. Je voudrais vous montrer une photo de ma mère et moi. On était en marche en 2009 et puis c'est elle à gauche, évidemment. Et je voudrais, juste en regardant cette photo-là, pouvez-vous me dire quelle sorte de femme vous pensez qu'elle est? Joyeuse, sportive, chaleureuse, dynamique. C'est une femme que, pardon? Bonne vivante, oui. Chaleureuse, oui. C'était une femme, elle était agente d'immeuble, alors, et puis comme elle restait en campagne, il fallait qu'elle conduise partout. Elle était toujours, en anglais on dit on the move. Elle bougeait. Et puis, j'ai appris pendant l'année que j'ai resté avec elle que c'était important que je fasse l'exercice, que je fasse de la marche avec elle pour qu'elle reste plus calme. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle était en 2012, après 1 an avec elle, elle a été dans un CHSLD privé. Et puis, ce qui est arrivé à ce moment-là, euh, les, les, le CHSLD a trouvé
que ces comportements qui étaient complètement normaux pour elle, de bouger tout le temps, de marcher partout, c'était un problème pour les soignants, les travailleurs dans le CHSLD. Alors, j'ai commencé, moi, à faire des recherches à moi-même et de observer pourquoi que les travailleurs, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, disaient que ces comportements, que pour moi étaient normaux, pourquoi qu'ils disaient que c'était un problème. Et j'ai trouvé que quand une personne devient atteinte de démence, que immédiatement on dit que ce qu'elles font, c'est problématique. Pas parce que c'est problématique pour la personne, parce que c'est problématique pour les autres. Alors, j'ai divisé un couple de sondages qui demandent des questions pour aider les gens qui sont proches aidants et les soignants, les préposés aux bénéficiaires, de réfléchir sur les comportements. Alors, les questions, je vais vous en demander quelques-uns pour voir comment vous réagissez. Ça, c'est maman. La journée, elle était allée dans le CHSLD. Et puis, si vous autres, vous étiez dans une situation où quelqu'un vous met dans une place et puis vous dit contre de votre gré, c'est ça, will, il vous dit vous ne pouvez pas sortir. Il faut que vous restiez ici. Est-ce que, puis je vous ai donné des cartes, un rouge, puis un, oh, il y en a qui n'en ont pas, des rouges, puis des verts. C'est correct, oui, merci, c'est correct. Pour voter. Alors, le rouge, c'est oui, puis non, l'envers, oui, à l'envers. Le rouge, c'est non, puis le vert, c'est oui. Alors, si vous autres, vous étiez quelqu'un vous mettrait dans une place comme ça, est-ce que vous essayerez de vous échapper, oui ou non? OK. Alors, il n'y a pas une personne dans la salle qui va dire non. J'ai fait le sondage en ligne, puis ils ont 16, c'est correct, je vais le faire ici. Il y a 1600 personnes qui ont répondu la même question, puis pas surprenant que 96% des personnes y ont répondu oui, j'essaierai de m'échapper. Puis j'ai aussi demandé aux répondeurs, whatever, the respondents, est-ce que vous avez la démence? Puis, 98% des ils ont dit non. Fait que ça me dit que c'est normal d'essayer de s'échapper, de se fuir, de faire un fugue, comme on dit. J'ai aussi demandé, j'ai aussi demandé combien d'heures ou de jours avant que vous voudriez sortir si vous étiez confined dans une place, dans un prison pour moi. Alors, je vous demande, vous, combien de temps dans la place avant de vouloir sortir pour vous autres? Est-ce qu'après 1 heure, vous voudriez sortir? 1 heure? Restez, si c'est 1 heure, bon, OK. Après 12 heures, laissez votre, oui. Après 1 journée, après 2 journées, après 3 journées. Bon, mais là, c'est presque personne, hein, qui voudrait, après 3 jours, c'est maximum, voudrait sortir de cette place-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont la démence? On les met dans un CHSLD, puis on dit, bien là, vous restez là pour le reste de la vie, pour le reste de votre vie. Puis c'est pour ça que les gens deviennent agités, puis ils veulent s'en aller. Nicole avait parlé ce matin,
on peut prévenir, on peut réduire les fugues par donner les personnes l'habilité de sortir. Alors, mon sondage a trouvé la même chose. Presque 80% des personnes, après 3 jours, ils vont vouloir sortir de la place où ils sont placés. J'ai aussi demandé, si on vous dit, asseyez-vous dans cette chaise-là, et puis vous restez là, il faut que vous restiez là pour longtemps, avec rien à faire. Combien de temps est-ce que vous voudrez vous bouger après un bout de temps? Oui, si oui, la carte, oui, c'est ça. Alors, presque tout le monde, on ne veut pas rester placé dans une chaise. J'ai demandé la même chose. Combien de temps pourriez-vous rester sans vouloir bouger? J'avais de 0 à 9 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, de 20 minutes à 30 minutes, etc. Tout le monde, comme vous dites, comme je dis, il serait devenu agité. Puis vous autres, est-ce que vous would you become agité entre 0 à 9 minutes, 10 minutes à 20 minutes, 20 minutes à 30 minutes, plus que 30 minutes, c'est presque tout le monde. La même chose avec les personnes. Ils n'ont pas la démence, ces personnes-là. C'est 80% des personnes, oui, c'est bien ça. 88% des personnes ne seraient pas capables de rester sans devenir agitées moins que 40 minutes. Est-ce que ça vous surprend? Oui, on va voir ça dans une minute. Alors, je vous laisse à lire la définition parce que ça va être plus facile pour moi des contraintes physiques. Alors, ce n'est pas nécessairement une ceinture, ça pourrait être une chaise. Ça pourrait être une chaise roulante, par exemple. J'ai une vidéo de ma maman qui était, à ce temps-là, elle pouvait marcher, mais on lui disait, quand elle se levait pour essayer de marcher, qu'elle n'avait pas le droit de marcher. Alors ça, pour moi, c'est un contrainte physique. Elle pouvait marcher, mais vous voyez la lampe ici, l'affaire bleue, il y avait comme un pad. Bon, c'est ça. Oui, elle pouvait le faire avec ses pieds, mais c'était difficile pour elle. Aussi, les chaises, en anglais, on dit ça les recliners. Ça, c'est aussi, de mon avis, une contrainte physique. Ma mère essayait de sortir. Ben, c'est ça. Mais pour moi, ce qui est arrivé, c'est que elle pouvait marcher quand elle est rentrée dans le CHSLD. Elle marchait très bien, mais elle allait dans la chambre des autres parce que c'était une femme qui voulait bouger. Et puis, quand elle faisait ça, ils ont dit « Ah, c'est un wanderer ».
Et puis, on doit leur donner du Seroquel puis du Risperidone pour qu'elle marche pas, qu'elle va pas dans les chambres des autres. Et à force de donner ces médicaments-là, les antipsychotiques, ça fait tomber les gens. Alors là, elle a commencé à tomber, mais pourquoi qu'elle a commencé à tomber? C'est à cause des médicaments. Puis là, quand elle a commencé à tomber, ils ont dit, bon, on doit la mettre dans une chaise roulante ou dans une chaise fauteuil gériatrique. Et puis, on aussi, à tous les jours, on lui donnait ses médicaments le matin, puis elle est de 10 heures à 3 heures de l'après-midi, c'était ça son comportement. Alors moi, je lui parlais, j'essayais de la faire, de la réveiller. Je disais, maman, maman, mais elle était complètement comme ça. Oui, complètement. Et après que l'effet des médicaments était expiré, oui, bien là, elle était correcte. Elle pouvait parler, elle pouvait chanter, elle pouvait bouger, mais on voudrait qu'elle reste à sa place, qu'elle n'essaie pas de sortir, qu'elle n'essaie pas de se lever. Des fois, elle avait les deux, contraintes physiques, contraintes chimiques aussi. On la plaçait devant une table, on roulait la chaise roulante devant la table, puis on barrait les roues pour qu'elle ne puisse pas bouger. Et aussi, on voit elle est endormie. Alors, on la voit, le changement de 2009 à 2012 et maintenant octobre 2015. On peut le voir comment elle a changé à cause de ces contraintes-là. Mais quand les effets des médicaments étaient... Oh, il n'y a pas de son, alors vous ne pouvez pas entendre chanter, mais vous allez la voir chanter. Après les médicaments were worn off, comme je disais, elle était correcte. Alors, je regrette qu'il n'y a pas de son, puis moi, je chante mal, alors. Mais on voit sa bouche bouger, on voit les yeux sont vivantes. I was joking with her. Je disais, ah, vous trouvez ça drôle? Puis elle disait oui. Elle était correcte sans les médicaments. Alors, ce que je voudrais, moi, mon but, c'est de réduire les contraintes physiques et chimiques pour que ça soit donné juste dans les cas les plus nécessaires. C'était pas nécessaire pour maman. Le CHSLD disait, oh, il faut lui donner parce qu'elle était agressive. Mais elle n'était pas agressive. Elle réagissait parce qu'elle était pour elle comme dans une prison, puis on voudrait pas la laisser marcher, on voulait pas la laisser être debout, on voulait pas qu'elle soit un problème pour eux autres. Alors c'est ça mon histoire puis l'histoire de ma maman. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Susan. Je pense que ça met la table pour l'objectif qu'on a de voir s'il est possible de prévenir l'usage des contentions physiques ou chimiques
Je pense que la démonstration visuelle et l'explication à l'appui est très intéressante pour nous permettre de réfléchir justement sur l'application de ces mesures-là. Puis on les voit, puis vous les connaissez. Il y en a combien parmi vous qui travaillent dans les milieux de soins de prolongés? Qui travaillent? OK. Puis il y en a combien parmi vous qui sont de près ou de loin des proches de la famille ou des aidants? OK. Merci. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que, bon, vous êtes donc des témoins de ces situations-là, probablement, vraisemblablement. On va voir maintenant le point de vue de la praticienne face à des situations. Bien, bonjour, merci. Je fais un retour sur la présentation de Susan parce que c'est sûr que ça soulève des questionnements. Vous vous demandez pourquoi ça arrive, comment ça se fait que ça arrive. Ça nous fait vivre des émotions, souvent de la colère, de la peine. Ça choque parce que c'est des situations qui sont inacceptables en 2018 dans nos centres de santé qui étaient inacceptables dans le passé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis comment ça se passe réellement, et qu'est-ce qu'on devrait faire comme clinicien dans nos milieux et comme membre des équipes de soins? C'est un petit peu ça le but de ma présentation, c'est de vous dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire, de connaître un peu les méthodes alternatives, mais aussi le raisonnement clinique qui est derrière ça. Donc, je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a un changement de pratique qui a commencé au niveau de la contention physique depuis à peu près environ 15 à 20 ans. Il y a des lois qui sont devenues disponibles au Québec et qu'on doit respecter dans les centres de santé. On parle autant des CHSLD que des milieux hospitaliers. Ces lois-là nous parlent de la contention physique et de la contention chimique. Par contre, la contention physique, c'est bien balisé. Ils l'ont bien défini. Quand on parle de contention chimique, moi, je vous mets une nuance parce que les écrits sont pas très clairs. Le gouvernement, les médecins ne se sont pas vraiment entendus pour bien les définir. Donc, ça amène toujours une zone grise. Par contre, quand je vous parle de contention chimique, souvent, on entend parler d'antipsychotiques, nos anxiolytiques, tout ce qui est médication sédative qui va endormir ou amortir une personne. Donc, sachant ceci, sachant qu'il y a des pratiques dans nos milieux qui sont inacceptables, et vous le savez, vous en êtes témoin, il y a également des choses qui sont faites, puis qui sont faites selon des règles, qui sont faites de façon plus adéquate, et on en a des bons exemples aussi. Mais avec les mesures de contrôle physique, dans le fond, ce qu'un clinicien doit faire et un médecin, l'équipe de soins au complet, c'est premièrement, avant d'en appliquer une, il faut se poser des questions. Il faut faire une évaluation physique, une évaluation complète de la personne, de la tête aux pieds, de ses capacités. Avant même de dire qu'on lui met une contention, il faut essayer de trouver où sont les problèmes. Pourquoi on penserait même d'y mettre une contention? Donc ça, c'est une règle de base dans les milieux. Est-ce que c'est fait partout? Probablement pas, mais je vous dis, moi, qu'est-ce qui devrait être fait. Aussi, il faut se rappeler, une règle qu'on a, c'est que c'est notre mesure de dernier recours. Autant la contention physique que chimique, ce n'est pas la première ligne de pensée qu'on doit avoir dans nos équipes. Donc, il faut vraiment trouver d'autres façons de réfléchir quand on est devant une problématique. Et souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on a peur que les gens tombent. Au niveau de la contention physique, c'est souvent ça. On a peur qu'ils tombent, les familles ont peur qu'ils tombent, le proche aidant. Les équipes aussi ont peur que le résident tombe parce qu'ils ne veulent pas qu'il se blesse. Donc, à la base, les gens partent avec cette idée-là, mais il faut se poser la question, pourquoi ils tomberaient, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui crée tout ce cheminement clinique-là, au niveau du comportement du résident, qu'est-ce qui ferait qu'il tomberait? Quand on a fait ce cheminement-là, il faut tomber avec des méthodes alternatives. Il faut essayer d'autres choses avant même de penser à la contention physique. Et qu'est-ce qui existe? Bien, il y a des détecteurs de mouvement. Le détecteur de mouvement, malheureusement, dans certains cas, est utilisé de façon abusive quand on dit à une personne de rester assis aussitôt que le détecteur sonne. Le but d'un détecteur de mouvement, c'est de nous aviser qu'une personne se lève et d'aller lui porter assistance. Donc, dans certains cas, c'est de s'assurer que les freins sont sur son fauteuil avant de se lever, que sa marchette est à sa portée, qu'on va l'accompagner. Souvent, il y a besoin d'aller à la toilette, mais il y a besoin d'aide. Donc, c'est des indicateurs, c'est des aides. Ce n'est pas quelque chose qui devrait retenir une personne en place, c'est plutôt pour indiquer que la personne a un besoin, parce qu'elle ne nous le nommera peut-être pas clairement, mais c'est pour nous permettre de vraiment aller lui donner l'assistance qu'elle a besoin au moment opportun. C'est sûr qu'il y a de l'abus.
comme n'importe quoi, il y a de l'abus là-dedans, mais je peux vous dire qu'il existe aussi, ceux qui connaissent moins, la ceinture sonore. La ceinture sonore, elle a un velcro. Donc, quand la personne la détache, ça donne un indicateur que la personne veut se lever. Donc, ça donne un temps de réponse plus rapide à une équipe de soins. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé. Par contre, si c'est utilisé de façon abusive, on ne va pas vraiment chercher le but recherché et c'est des choses qui doivent être mises en place avec des consentements. On discute avec des familles, avec les proches, avec le résident pour introduire des méthodes alternatives aussi. Ensuite de ça, pour ce qui est de la contention chimique, c'est là que tantôt je vous disais, c'est un peu nébuleux, il y a des zones grises. Il va y avoir différentes raisons de prescrire des médicaments au niveau des médecins, des pharmaciens, des équipes de soins, c'est pas toujours clair. Des fois, c'est les familles qui nous demandent la médication. Ça, je vous parle de règle générale dans les milieux, ça arrive parce que il peut avoir, par exemple, on voit des fois des situations qui nous étaient rapportées dans la littérature où la famille va nommer des problématiques d'hallucination. Mais vous savez qu'il y a des hallucinations qui peuvent être très positives. Donc, on voit des chats, c'est pas perturbant. Mais aussi, on peut halluciner des choses qui donnent des stress, qui vont réduire la capacité de la personne d'être bien. Elle va toujours avoir l'idée que quelqu'un la persécute. Des fois, on les voit marmonner seuls et tout ça. Fait que ça fait partie d'un cheminement clinique et on doit se poser les questions. Pourquoi la personne hallucine? Et avant même de penser à introduire une médication. Voyez-vous qu'il y a vraiment un changement de pratique qui doit s'instaurer à ce niveau-là. Il y a des milieux qui le font. Il y a des projets qui existent au niveau de la réduction des mesures de contrôle chimique, tout ce qui est médication qui pourrait amener des effets secondaires très néfastes. Un exemple, c'est la perte d'autonomie physique. Les gens qui, dans les cas qu'on voit et que vous avez observé aussi dans les vidéos, il y a vraiment une diminution de l'autonomie. La capacité à s'alimenter change, la capacité à la marche. Également, les contentions chimiques peuvent aller jusqu'à un point où ça peut causer la mort. Donc, dans la littérature, c'est bien noté. On peut parler de médicaments aussi simples que donner de l'activant que plusieurs personnes consomment, mais de façon abusive et pour les mauvaises raisons, ça n'a pas sa raison d'être. Donc, on doit toujours se poser ces questions-là. Également, qu'est-ce qui se passe dans les milieux? Il y a de la formation qui se donne, des formations pour changer justement les pratiques. On a même donné de la formation à des bénévoles pour les aider à comprendre ce qui se passait sur une unité de soins. Tantôt, on parlait de milieu de vie, de respect de la personne, et c'est vraiment des approches centrées sur la personne qui vont de l'avant dans les milieux. Mais une approche centrée sur la personne, ça veut dire aussi de respecter le rythme de la personne, respecter le fait que cette personne-là, ça se peut qu'elle soit en robe de chambre l'après-midi parce qu'elle n'a pas voulu s'habiller ce matin-là, et il faut, comme on essayait de le montrer, de l'apprendre aussi, d'en parler avec les bénévoles, pour sensibiliser les gens au fait que ça se peut que dans un milieu, vous voyez des gens en robe de chambre, c'est pas parce qu'on néglige, c'est plutôt parce que la personne a été respectée. Fait que voyez-vous qu'il y a tout un changement dans notre façon de voir les choses et aussi de permettre de communiquer cette information-là. Parce que si on n'en parle pas, bien, les gens ne le comprennent pas et souvent, les milieux sont pointés du doigt parce qu'ils pensent que bien, les préposés sont négligents, les infirmières n'ont pas fait leur travail, mais quand on explique et qu'on est capable d'arriver à faire vraiment le tour de la question puis dire, bien, on a respecté le besoin de madame. On lui a aussi redemandé, des fois, on leur dit, attendez un petit 10-15 minutes puis retentez le soin d'une autre approche. Des fois, ça fonctionne. Ce qui est dangereux et ce qui n'est pas acceptable, il faut vraiment faire la différence, c'est quand on se dit, comme ce matin, il disait un refus, à refuser, je m'en occupe plus. Voilà la différence. De plus en plus dans les pratiques et dans les approches, on parle de l'approche relationnelle de soins, on parle des formations SCPD pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. C'est des formations qui existent et qui vont nous amener à un changement de vision de la situation et de penser différemment. Donc, d'aller chercher la méthode alternative, de justement aider les familles et de travailler avec eux dans le but de trouver des solutions. L'histoire de vie, c'est un document qui est demandé aux familles de compléter lors des admissions. Même maintenant, on demande qu'il soit complété à domicile avant une admission en CHSLD parce qu'on veut vraiment avoir l'histoire de ce résident-là. Pourquoi? Parce qu'on veut centrer les soins sur sa réalité à lui, ses besoins à lui. Donc, vous voyez que ça, c'est des choses qui tranquillement émergent. On entend également parler dans les milieux du micro-milieu.
tranquillement, on s'en va vers une vision où on devra avoir des unités plus petites et regrouper les clientèles. Parce que quelqu'un qui a un déficit physique et quelqu'un qui a un déficit cognitif n'ont peut-être pas les mêmes besoins. Puis des fois, vous l'avez peut-être vécu, c'est pas facile de faire cohabiter tous ces gens-là sur la même unité. Et on parle de grosses unités de soins, là, des unités de 65 résidents, ça existe. Un étage, tout le monde ensemble. Donc, voyez-vous comment il y a une émergence de changement qui se fait. Donc, au niveau aussi des débats éthiques, dans les milieux, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les droits des uns versus les droits des autres. Ça, c'est des choses aussi qui émergent. On doit amener les familles à s'asseoir à des réunions interdisciplinaires, de faire nos plans d'intervention avec eux. Et de plus en plus, avec les nouvelles pratiques, on s'est demandé de partir des besoins du résident-famille et de bâtir le plan à partir de ça et non plus de faire un tour de table avec les besoins de chaque et les observations de chaque professionnel. Donc, on est vraiment dans un changement de pratique. Par contre, ça se fait par petits pas et je vais concevoir avec vous que ce n'est pas tous les milieux qui sont égaux et on n'est pas tous à la même place. Par contre, il y a vraiment un vent de changement qui s'instaure progressivement. Donc, des situations comme on a vu tantôt, ce n'est pas acceptable. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a des choses qui se font tranquillement. Merci, merci Nathalie. Alors, bravo. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires du groupe devant nous, parce que moi, j'ai besoin d'installer ma présentation à l'écran. Alors, s'il y a une intervention, si quelqu'un veut réagir tout de suite, allez-y. On peut prendre une intervention déjà. Il va falloir parler fort, s'il vous plaît. Attendez une minute, je vous emmène le micro. Mais moi, je veux savoir, parce que moi, je ne travaille pas par ici, je suis dans le nord du Québec. Puis, il me semblait que le gouvernement, les contentions chimiques, dites même physiques, on ne pouvait pas les utiliser. En tout cas, chez moi, là, dans le nord du Québec, il n'y a aucune contention qui est utilisée sans l'autorisation des familles pour les personnes qui ne sont pas aptes à répondre à ces besoins-là. Là. Ça prenait absolument l'autorisation des familles. Moi. OK. Non, c'est parfait, puis c'est ça qui est visé. Puis dans le fond, ce qu'on dit, c'est que dans le changement de pratique, c'est qu'on devrait, on devrait aller vers aucune contention. C'est sûr que ça fait partie des objectifs. Par contre, pour la contention chimique, les consentements tels quels, écrits, c'est pas dans tous les milieux là, qu'il y a quelque chose comme ça qui existe, à ce que je sais, selon la littérature que j'avais lue. Par contre, pour la contention physique, là, je vous dis, c'est une obligation, ça fait partie, il faut absolument qu'il y ait un consentement écrit. Vous êtes bien chez vous? Bon, ben là. Ben, c'est tant mieux que vous soyez ici pour en témoigner parce qu'on en a besoin. Moi, en vue de la présentation, en vue de la journée d'aujourd'hui puis du sujet qu'on allait aborder, j'ai fait le tour des 6. J'ai demandé par la voie de l'accès à l'information, avoir de l'information sur l'utilisation, le recours aux contraintes, aux contentions physiques et chimiques. Puis j'ai eu des réponses très variées à travers le Québec, je peux vous dire. Très variées aussi d'un établissement à l'autre. Quand on dit ce matin, ça dépend beaucoup du leader. Mais ici, quand on parle de contention, on va dire que ça dépend aussi du protocole qui est adopté dans le soin de longue durée, okay, dans l'établissement.
Alors, puis ce protocole-là, ben, on va voir dans une minute en quoi est-ce qu'il devient adopté, pourquoi. Parce que je reviens avec la présentation de Susan, je veux dire, vous êtes tous conscients, vous en avez tous vu des personnes qui, parce que surmédicamentées, très âgées, malades, peut-être avec un diagnostic avancé de troubles neurocognitifs, se retrouvent dans une situation de totale dépendance puis de non-réactivité. Puis là, on coupe, puis là, on se retrouve avec une situation d'une personne complètement différente, comme on l'a vu. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on est dans une situation de bientraitance ou de maltraitance? Et là, on entend qu'il y a des abus, c'est ce que j'entends, alors on peut se questionner sérieusement. Il y a 2 ans, je suis allée voir une cliente qui était hospitalisée à Jean-Talon, elle m'avait dit « Ah, ils veulent me garder, mais Guy, venez me voir, venez me voir. » Alors là, je suis allée la voir, mais quand je suis allée la voir, il était trop tard parce qu'il avait déjà prescrit les contentions physiques et chimiques. Alors, elle était tachée les 4 membres, puis elle n'était plus connaissante du tout. Alors, dans quelles circonstances, c'est ça que je me permets d'aborder avec vous cet après-midi, dans quelles circonstances est-ce qu'on se retrouve à pouvoir procéder à l'application des contentions? Puis c'est très exact ce que Nathalie vous disait, c'est à savoir qu'il y a peut-être une mouvance. Mais je suis, moi, assez insatisfaite de la difficulté à avancer dans ce domaine-là. Depuis 40 ans que je connais le réseau de la santé, je trouve que c'est très insatisfaisant. Encore aujourd'hui, on a des situations qui nous dérangent. Le mémoire de Susan, ça ne fait pas 10 ans, là, c'est tout récent. Alors, il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, on a adopté au Québec la disposition qui permet justement d'encadrer les contentions physiques et chimiques. Alors, cet article-là, on va le voir dans une minute. Par la suite, les médecins ont été interpellés par l'adoption de cette loi-là. Ils ont toujours été interpellés. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est eux les prescriveurs. Et la mesure de contention, qu'elle soit physique ou chimique, c'est une prescription médicale qui doit être inscrite dans le dossier, qui doit être écrite, signée par le médecin, pas une affaire verbale. Prescription écrite, c'est bien écrit. Les protocoles doivent refléter que c'est une prescription écrite. Et alors, il n'y a pas d'affaire de tolérance de « Ah, ben ça, il n'y a plus de souplesse là, puis ça va besoin d'être signé. » Puis là, non, c'est vraiment important. Et les médecins en ont fait en ont fait une priorité également de s'assurer que, de leur côté aussi, ils comprennent que cette mesure-là est une mesure d'exception, puis il y a des conditions qui se rattachent à la prescription de contention qui ne se rattachent pas aux autres types de prescriptions. Le ministère a adopté en 2002 des orientations ministérielles relativement à l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle. On va voir que c'est une mesure qui est exceptionnelle. Ça ne doit pas devenir une routine. C'est ainsi que cette disposition-là a été élaborée. Puis les orientations, il va revenir. Il y a 6 grands principes qu'il faut retenir. Programme de formation, c'est venu seulement 10 ans après l'adoption. En 2006, on a commencé à élaborer des programmes de formation. Pour qui? Pour ceux, justement, qui mettent en application les prescriptions. Mais vous regardez, l'idée, c'était vers un changement de pratique pour réduire le recours à la contention et à l'isolement. Il y en avait déjà beaucoup. Il y en a encore trop. En 2006, on se dit, on va faire des programmes de formation qui sont par ailleurs très bien faits. D'ailleurs, je pense que Nathalie enseigne justement avec la visée, avec l'optique, avec l'objectif de réduire le recours à la contention et l'isolement parce que ça fait partie de la même disposition légale. Alors, il y a des programmes de formation. Il y en a un, entre autres, c'est un aide-mémoire qui est dirigé envers toute l'équipe de soins. Tout le monde peut y avoir accès, même les proches, les familles peuvent y avoir accès. C'est extrêmement intéressant. Vous avez des mesures de remplacement à la contention et à l'isolement. Remplacer, là, on parlait d'alternatives. Il faut aller voir les alternatives, il faut comprendre les alternatives. Il y en a des alternatives. Ce n'est pas parce qu'il y a une réaction d'errance qu'il faut tout de suite enfermer la personne. Au contraire, il faut travailler avec pour comment on va solutionner. Alors, ce programme-là est très bien fait, l'aide-mémoire en particulier. Puis, le cadre de référence qui a été revu en 2015 aussi, cadre de référence ministère de la Santé et des Services sociaux, qui, pour l'élaboration des protocoles d'application, parce que la loi prévoit que chaque établissement doit adapter un protocole. Pourquoi chaque? Parce que chacun a une différente clientèle. Alors, peut-être qu'à Notre-Dame-de-la-Merci, elle va être différente. Ça, c'est à Montréal, madame. Je ne sais pas dans votre coin. Mais à Notre-Dame-de-la-Merci, elle va être différente que, par exemple, à Cartierville. Alors, il y a plus d'autonomie, plus de capacité de comprendre. Alors, les protocoles vont être différents. Puis, bien entendu, on a notre protecteur du citoyen qui vient surveiller tout ça. En 2005-2006, on va voir quelques chiffres. Mais en 2016-2017, la protectrice, Marie est encore très insatisfaite de l'application, du respect,
puis de la bonne compréhension des mesures de contention en milieu de soins de longue durée. Vous irez voir son rapport. On est là. C'est encore le cas. Donc, il faut quoi? Il faut travailler fort, oui, sur la formation. Il faut travailler peut-être tout le monde à la bonne compréhension de c'est quoi, comment on va les surmonter. Puis, si on veut aller vers de la bientraitance, puis qu'on pense que ça participe à la bientraitance d'éviter ces mesures-là, mais faut peut-être comprendre un peu mieux en quoi ça consiste, les contentions, puis quelles sont les alternatives. Alors, on va terminer par l'avis de l'INES. L'INES a élaboré des stratégies pour diminuer les antipsychotiques. On vient d'en parler, on a vu des exemples. Il y a un travail qui doit se faire là aussi, puis on va y venir à la fin. Juste pour vous rappeler, la disposition de la loi, là, la façon dont c'est libellé, ce n'est pas compliqué, c'est une exception. Ça demeure comme ne peuvent être utilisés. Quand tu lis ça dans une disposition de la loi, là, que ça ne peut pas être utilisé, ça veut dire que c'est comme un interdit. C'est seulement si tu n'arrives pas à trouver d'autres solutions que tu pourras. Alors, tu ne peux pas l'utiliser de prime abord. Tu ne prescris pas un antibiotique, là tu as le droit de le prescrire. Mais ici, tu ne la prescris pas, la contention, sauf à quelles conditions? Sauf à ces conditions-là qu'on va regarder de façon plus spécifique. Ça, le texte, c'est donc utilisation minimale, utilisation exceptionnelle. Il n'y a pas d'autres alternatives pour une certaine durée. Mais l'élément qu'on retient, c'est qu'il y a une condition aussi, c'est que c'est pour empêcher à la personne de s'infliger à elle-même ou à son entourage des lésions. Okay? Il y a peut-être moyen d'éviter de contentionner une personne au lit pendant des jours, puis qu'après ça, elle se lève, puis elle tombe. Là, elle va se faire une lésion. La contention physique, dans la littérature, moi, je ne suis pas professionnelle de la santé sur le terrain, mais on relève que des situations de chute après la contention sont tout aussi fréquentes que sans contention. Alors, on peut se poser la question. Bon, voilà. Alors, donc, la mesure est très importante. Il faut se rappeler que la mesure du premier alinéa, qui est une exception, pourra être prescrite, mais va devoir à chaque fois être revue. Ça doit être mentionné dans le dossier, mais ça doit être revu de façon régulière. Donc, j'avance un petit peu pour définir ce qu'est la contention. Cette définition-là, c'est une définition qu'on retrouve dans la littérature en général. Mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou limiter la liberté de mouvement d'une personne en utilisant la force ou un moyen mécanique ou en la privant d'un moyen qu'elle utilise pour pallier un handicap. Si je laisse la tablette devant le fauteuil roulant, je pense que c'est peut-être ça tout à l'heure à quoi vous faisiez référence, c'est une mesure de contention. Si elle n'a plus besoin de sa tablette parce qu'elle ne mange plus et elle ne joue plus aux cartes ou elle ne regarde plus, elle n'a plus de verre d'eau, tu l'enlèves, ça va être vu comme une mesure de contention. Des ridelles, c'est une mesure de contention, à moins que la personne les demande, les ridelles. En milieu de soins prolongés, on a besoin parfois de mettre des ridelles. C'est une mesure de contention. Il faut aller chercher l'assentiment de la personne. Il faut que ce soit prescrit. C'est toutes des choses on est habitué, on se dit « Ah oui, ça va de soi ». Non, ça ne va pas de soi. Ça devient une mesure de contention. C'est une limitation qui est un moyen mécanique pour priver la liberté, une privation de liberté de mouvement. Puis la substance chimique, ben oui, il y a beaucoup d'antipsychotiques sur les unités. Par bonheur, ben, il va en avoir possiblement moins, ça diminue tranquillement. Mais c'est une mesure de contrôle qui consiste à limiter la capacité d'action d'une personne en lui administrant. C'est très simple, c'est très complet, c'est très concis, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Les orientations, 6 grands principes. Le premier, c'est une mesure, ce sont des mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent. Ça ne peut pas être en continu. On ne peut pas prescrire ça, puis c'est bon pendant un mois. Deuxième, dernier recours. Essayez toutes les autres alternatives. Ça le dit, la loi le dit. Donc, il faut juste comme l'implanter dans notre milieu pour que ce soit bien compris. Troisième principe, la moins contraignante possible pour la personne. Peut-être que la moins contraignante possible, c'est pas de ridelle, puis mettre des coussins sur les côtés pour la protéger. Parce que peut-être que les ridelles puis les barreaux, ça peut provoquer aussi, on ne le sait pas, elle ne peut pas nous le dire, elle ne peut pas nous parler. Ce matin, on avait une vidéo, puis que la personne, c'est M. P, nous disait qu'est-ce qu'il ressentait. Mais les clientèles dans les centres de soins de longue durée, là, il y en a une bonne partie qui ne parle pas, mais elles le ressentent peut-être. Puis si elle le disait, si elle pouvait le parler, peut-être qu'elle serait malheureuse de voir ces barreaux-là, de se voir à l'intérieur d'une cage, ou presque. Quatrième principe, les mesures doivent se faire dans le respect de la dignité, la dignité et la sécurité de la personne. C'est sûr que les unités de soins ont besoin, que les résidences doivent assurer la sécurité. C'est un devoir dans la loi, c'est sûr. Mais
ça doit être mesuré en fonction aussi de la liberté et de la dignité de la personne. Donc, c'est ça que ce principe-là vient dire. 5e principe, respect des protocoles. Oui, on n'a pas le choix. Respect des protocoles. Pour qui? Pour la personne elle-même. Respect des protocoles. Donc, chaque établissement adopte son protocole de façon et s'assure de le faire respecter. Et enfin, l'objet évaluation et suivi. Il y a une contrainte légale qui fait qu'ils doivent s'assurer que c'est réévalué de façon annuelle. D'ailleurs, il y a une sorte des chiffres, un peu comme les listes, vous le savez, les rapports d'incidents-accidents. On peut avoir aussi les rapports annuels de l'utilisation et du recours à la contention, puis les pourcentages d'amélioration au fil des années ou de détérioration du recours à la contention. Alors, les orientations plus ce cadre de référence, ça devrait nous aider à réduire puis éliminer les contentions. Ça devrait. C'est ce qu'on met, c'est notre objectif. Puis on pense qu'on s'en va vers la bientraitance. Donc, je pense que pour y arriver, il va falloir absolument privilégier et mettre beaucoup d'énergie vers les mesures de remplacement, les alternatives auxquelles on pense. Donc, conditions strictes d'utilisation pour le recours aux contentions, toujours exceptionnelles, toujours dernier recours. Et aussi, elles doivent cesser dès qu'il n'y a plus de motif pour les garder. Si elle est prescrite pour 2 heures et qu'on n'a plus besoin, elle devrait être enlevée. C'est ça que ça veut dire. Selon le protocole d'établissement qui a été adopté par un conseil d'administration, il y a des auditeurs, là, il y a des superviseurs derrière ça. Là. À tous les jours, même en 2018, il y a des protocoles qui sont adoptés, qui sont critiqués puis qui sont cassés parce qu'ils ne respectent pas les libertés et la dignité de la personne. Fait qu'il est possible de demander aussi le protocole. C'est quoi votre protocole? Si on a le droit de demander ça. Quand on est un bénévole, quand on est un proche aidant, ça, comment ça se fait? On peut questionner. Pourquoi? Pourquoi vous lui imposez la contention? C'est possible de s'impliquer davantage pour bien comprendre le pourquoi. La moins contraignante possible, puis toujours suivant une prescription médicale dont le renouvellement devrait être absolument exceptionnel parce qu'on devrait avoir tenté avant même et pendant, avoir tenté tout ce qui est possible en notre pouvoir d'éviter le recours à la contention. On a développé ces alternatives-là à la contention, entre autres dans ce modèle, le modèle Kaiser-Jones, que sûrement Nathalie connaît. C'est un modèle de formation qui est très intéressant à notre point de vue en défense des droits des personnes, parce que ça met la personne au centre de l'intervention. Alors, on évalue l'aspect biopsychosocial, les valeurs, les croyances, les préférences de la personne, puis on détermine qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à ses besoins plutôt que de décider en quoi elle devrait rentrer dans le milieu de vie qui existe déjà. On va plutôt la prendre, elle, comme importante, puis aménager peut-être l'environnement, les réactions, les mesures, les approches envers elle parce qu'on la connaît bien. Et aussi, on prend en considération les structures organisationnelles. Peut-être former le personnel. Peut-être le personnel ne se fait pas former parce que ça coûte des sous. Peut-être qu'on ne peut pas le libérer. Il faut trouver des alternatives. Donc, on essaie de trouver des alternatives au niveau des structures. Peut-être qu'elle refuse de se faire donner un bain pas parce qu'il est arrivé et il avait un air bête ou qu'il n'a pas eu la bonne approche, mais peut-être parce qu'il est arrivé puis il est de sexe masculin puis elle est de sexe féminin puis elle n'a pas le goût de se faire donner un bain par un homme. Fait que ça, c'est de l'adaptation. L'environnement humain aussi, il faut prendre en considération les gens autour de la personne, puis voir de qui on pourrait se servir pour pouvoir éviter une situation qui, pour moi, dérange l'environnement du milieu de soins. De qui pourrait être utile? La bénévole, on va peut-être l'intégrer encore plus. Le petit-neveu, peut-être qu'il viendrait davantage. Pas toujours voir les proches, la famille, comme des abuseurs ou des dérangeurs. Tu sais, des fois, quand tu es dérangeant parce que tu portes plainte ou critiques ou tu poses des questions, il y avait un monsieur tantôt qui nous a dit, moi, je suis allé aussi loin que ça. Il voulait me mettre à la porte parce que j'étais trop souvent là. On est les yeux et les oreilles des personnes qui sont complètement dépendantes. Il faut continuer de le faire. Et il faut trouver des alternatives, puis il faut, comme famille, être impliqué dans la solution. Un rapport du protecteur du citoyen a rapporté de 2005 à 2007 des constats bouleversants sur l'application des contentions, manque de suivi de la contention, recours inutile à la contention chimique, des lacunes dans l'application du protocole, des mauvaises applications également, mauvaise compréhension des enjeux, mauvaise compréhension des attentes. On a eu aussi rapporté par le coroner des décès pendant des périodes qui sont inscrites ici. Ça, on espérait qu'il n'y en ait plus, puis il y en a encore.
Une personne trouvée à côté de son lit parce que l'application de contention physique était mal faite en bas de sa chaise. Donc là, on parle de décès. Donc oui, la contention, ça peut mener à la mort. Donc oui, c'est d'une gravité. C'est pour ça qu'il faut avoir le consentement. Ou de la personne ou du proche. Il faut pouvoir consentir. Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer, je dis qu'il faut l'éviter en premier lieu, puis après ça, il faut. Si on y recourt, ça nous prend un consentement. Alors, même un juge de la Cour du Québec, je vais citer seulement une citation pour nous dire que l'objectif ici, c'est le respect et la protection de l'usager. Ça veut dire qu'une intervention qui va être faite avec le moins de force possible, avec le moins de contraintes possible, pour justement assurer la protection dans un contexte de risque imminent. Alors, les tribunaux viennent aussi taper sur les doigts les établissements quand on ne respectera pas le principe de cet article-là. Et puis, dernier volet sur la contention chimique. Vous le savez peut-être que vous l'avez oublié, mais en novembre 2017, il y avait un ministre qui s'appelle le ministre Barrette. Puis, le ministre Barrette a proposé, lui, à un moment donné, en novembre, il a dit, bon, on va faire un projet pour réduire de moitié le recours aux antipsychotiques. Alors ça venait après, je pense qu'il était sorti peut-être certaines situations. Alors là, il a fait bouger les choses parce que par son intention ici, il s'est dit, ça n'a plus de bon sens, il y a sûrement moyen de trouver une alternative à donner autant de médicaments à nos personnes dans des établissements de soins de longue durée. Alors, l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé au Québec, a été mandaté pour faire une enquête et vérifier la littérature et ce qui existe justement sur l'usage optimal des antipsychotiques et la prise en charge non pharmacologique des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Ça, c'est une formule. Là, si vous googlez ça, là, SCPD, là, vous allez voir, là, il y a beaucoup de matériel qui va sortir. C'est juste pour dire que c'est une appellation pour identifier tous les symptômes qu'on voit, comme par exemple l'errance, l'agressivité, etc. Tous les symptômes y sont. Et c'est une façon de compartimenter justement les symptômes qui sont en lien avec ce qu'on appelle démence et aujourd'hui ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs. Okay? Alors cette étude-là est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle avait pour objet les résidents dans les CHSLD. Pourquoi? Parce qu'elle avait justement l'objectif de déterminer est-ce qu'on surutilise, puis si oui, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ils sont arrivés à la conclusion qu'on avait une saine préoccupation, à savoir que les meilleurs guides de pratique clinique et les membres du comité consultatif sont en faveur de la déprescription des antipsychotiques. Ça, je pense qu'on fait un pas vers la bientraitance. Là, on est en décembre 2017. Je pense qu'on va y venir, c'est vrai. C'est très long, c'est très lent, c'est très dérangeant quand on voit un proche qui est dans une situation qu'on ne peut pas tolérer. Alors, on y arrivera peut-être un jour, mais certainement dans l'intervalle, il faut se rappeler que toute personne a sa dignité, son intégrité, sa particularité puis son unicité. Puis si on travaille dans le sens de la représenter puis de parler pour elle, on est bien placé pour le faire parce que c'est une mesure exceptionnelle puis ça ne devrait pas être vu comme la règle. Puis la participation, justement, ça implique peut-être de consentir ou de refuser. Alors, c'est pas parce que c'est proposé le soin qu'on est obligé de consentir. Il y a aussi cette option-là de refuser. Alors, il s'agira de voir si, dans l'implication, puis dans la connaissance, puis dans l'information, puis poser des questions, est-ce que c'est absolument nécessaire? Avez-vous essayé d'autres choses, docteur? Okay? Alors, je pense que vous êtes maintenant bien outillés, puis on va prendre les questions pour en discuter encore davantage. À vous la parole. J'en ai un. Si vous gardez... Ben moi, je me questionnais pour les contentions physiques, là, la ceinture, tout ça, ça va bien. Mais quand on parle de ridelle, OK, je trouve qu'il y a une zone grise parce que dans le protocole, ça dit ne pas utiliser la contention du tout, mais les ridelles, c'est toujours comme une zone grise de dire « Ah, ben j'ai peur qu'ils tombent, je vais les monter ». Parce que moi, j'enseigne aussi en soins infirmiers, puis on l'explique exactement comme vous venez de le dire. J'étais contente d'avoir votre version. Mais quand il arrive les ridelles, là, tu arrives dans le milieu, puis là, on lève le côté gauche, on ne lève pas le côté droit, ou ces deux-là, on les lève. Est-ce que, quand vous dites qu'il faut absolument le consentement, est-ce qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'écrit, même pour les ridelles à ce moment-là? Parce que dans le milieu, je ne pense pas que c'est fait, ça. Je ne sais pas si une des deux peut répondre. Ça se peut que dans le milieu, on ne le fasse pas.
Mais quand on considère que quand ce n'est pas à la demande du patient de mettre la ridelle parce qu'il veut sa sécurité, auquel cas, ça ne sera pas vu comme une mesure de restriction de mouvement. Mais si on met la ridelle comme une mesure de restriction de mouvement parce qu'on ne veut pas qu'il descende du lit, c'est donc une mesure de restriction de mouvement, on ne veut pas qu'il descende. Donc oui, il faut qu'il soit d'accord. Il faut avoir obtenu son consentement. Donc, s'identifier et demander, voyez-vous, est-ce que voici ce qu'on va faire. C'est ça le consentement, c'est de proposer un soin puis d'avoir un accord. Ce matin, on disait, ben là, il arrive puis il ne demande pas sa permission pour donner un bain. Le bain, c'est un soin. Il faut toujours avoir le consentement. Exemple, pour quelqu'un qui fait un AVC, qui est paralysé, si tu lui demandes de dire est-ce que le côté serait utile pour vous tourner, bien à ce moment-là, moi, ce n'est plus une contention parce qu'il a accepté de la monter parce que ça va être plus facile pour lui. Mais si on regarde une personne âgée qui n'a plus la parole, qui n'a plus rien, qui n'a peut-être pas de visiteur, quoi que ce soit, mais là, les deux côtés de lit sont montés parce qu'ils disent, ben oui, si peut-être les oreillers tombent, elle va tomber. Fait que c'était là ma question, là, est-ce qu'il faut vraiment le documenter? Est-ce qu'il faut vraiment remplir un document quelconque? Pour les 2 ridelles de lit, là, oui, ça prend un consentement. Il faut quand même si ce serait le curateur public, on va demander un consentement quand même. Dans la plupart des milieux, vous allez voir émerger de plus en plus de lits à 4 ridelles. Le but de ces lits-là, justement, c'est de pouvoir, à la tête du résident, il y a ces ridelles pour l'aider à la mobilisation. Par contre, il y a quand même le pied de lit qui peut être descendu. Donc, c'est cas par cas, il faut toujours une évaluation. À une admission ou en cours d'un séjour dans un CHSLD ou un milieu hospitalier, il faut toujours réévaluer et voir les besoins. Donc, ça se peut que quelqu'un, au début, aurait besoin de 3 ridelles sur 4, puis éventuellement, on pourrait avoir 2 ridelles sur 4, puis à un moment donné, on pourrait avoir une seule ridelle pour l'aider à se tourner du côté gauche. Mais c'est un processus d'évaluation en continu. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est jamais fixe dans le temps, puis ça ne restera pas comme ça tout le temps. Il faut toujours réévaluer, même quand ce n'est pas considéré une contention. 3 ridelles sur 4 ne serait pas considéré une contention dans le sens où la personne peut quand même sortir de son lit. On va l'indiquer par contre dans son plan de soins. On va le dire pourquoi, puis ça prend une évaluation qui explique pourquoi j'ai mis 3 ridelles sur 4 et non pas 2 sur 4 ou pourquoi pas 4 sur 4 là, ça serait une contention. Mais c'est là la nuance qu'il faut faire. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça prend une évaluation. Il faut justifier pourquoi on fait ce qu'on fait. Bien, l'évaluation, c'est correct, mais il faut le voir en quelque part. Oui, il faut le trouver dans le dossier, dans le plan de travail, dans le plan thérapeutique. En CHSLD, dépendamment des milieux, souvent, on va le retrouver dans le PTI, dans Seashell. Fait que vous allez le retrouver par le fait même, le Seashell, c'est le système qu'on a informatique dans la plupart des CHSLD, ou dans le plan de soins des préposés devraient retrouver cette information-là sur le SMAF ou d'autres outils qu'on a de communication avec les équipes. Donc, il faut que cette information-là soit connue. 3 ridelles sur 4, 2 ridelles sur 4, il faut que ça soit documenté. Bien, c'est ce qu'on ne voit pas souvent. Si on le voit, c'est juste 3 ridelles sur 4, mais on ne sait pas pourquoi. Dans la note au dossier, en principe, il devrait, si c'est au PTI, puis ça a été fait de façon adéquate, on devrait avoir le raisonnement clinique. Pourquoi? Puis c'est correct de soulever parce qu'on voit que ce n'est pas tous fait pareil partout. D'autres questions? Excusez-moi. Je me posais la question sur le peu de médecins dans les CHSLD. Parfois, des familles ne peuvent même pas parler aux médecins tellement c'est difficile d'y avoir accès. Dans ce contexte-là, la question de réviser régulièrement les contentions et d'avoir des prescriptions pour même parfois les ridelles, même si c'était déjà en vigueur dans le temps que je travaillais, c'est-à-dire jusqu'à 2004, c'était déjà en vigueur d'avoir une prescription. Mais à ce moment-là, il y avait encore plus de médecins qu'il n'y en a présentement. Est-ce que ça va être envisageable de maintenir ces nécessaires protocoles? Oui, bien, je vais vous répondre par rapport à la prescription des contentions physiques. Il y a une nuance aussi qui est apportée dans les dernières années. Les infirmières peuvent prescrire, les ergothérapeutes, les médecins et dans certains milieux, ça peut être des travailleurs sociaux, mais là, on ne parle pas de CHSLD, c'est dans d'autres milieux. Il me semble que c'est les physiothérapeutes. Une thérapeute en réadaptation physique ne prescrirait pas. Par contre, les professionnels, ils peuvent le faire ensemble, non? Les psychoéducateurs aussi. Les psychoéducateurs, OK, c'est ça. Il y a eu des changements plus récents.
C'est ça, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait quelques années si on compare avec au début. Donc, le médecin n'est pas la personne centrale qui prescrit tout le temps. Donc, l'avantage qu'on a avec une équipe interdisciplinaire, c'est qu'on peut réviser et il y a un maximum pour la contention physique, c'est maximum 3 mois. Il faut qu'il y ait des révisions aux 3 mois. Puis ça peut, comme on disait, la courte, ça peut être une contention qu'on met pour quelques heures, pour quelques semaines. Il faut qu'il y ait un principe de révision et le maximum qu'une équipe peut faire, c'est 3 mois. Donc, c'est pas juste une fois par année, il faut vraiment que ce soit plus fréquent que ça. Le but, comme on disait, c'est de ne pas en mettre, mais quand il y en a une, il faut s'assurer qu'il y a une révision qui se fait et qu'on explique que c'est vraiment documenté. Là. Il faut qu'il y ait des documents complétés à ce niveau-là. Puis c'est vraiment en interdisciplinarité que vous devriez voir émerger. Et ça devrait être dans les milieux des comités de décontention ou d'évaluation des mesures de contrôle. Ce genre de choses-là existent aussi. Est-ce que c'est tout partout pareil? Probablement pas, mais c'est des choses qui devraient exister. J'ai une question, Hélène. Les 6 principes, est-ce que c'est loi, ça? C'est la loi? C'est un énoncé ministériel qui se rattache précisément à la loi. C'est pas un règlement, c'est pas la loi, mais quand ça vient, un énoncé ministériel du ministre de la Santé, c'est considéré comme avoir un poids certain. C'est pas, Ça, c'est depuis 1997, c'est bien ça? 99, ouais. 90. Comment ça se fait d'abord qu'il y a des cas, c'est pas juste mon cas là, avec ma mère. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Comment ça se fait que ça arrive encore que les gens sont hébergés comme ça et puis il y a encore des abus? Parce que, il y a plusieurs raisons à ça. De un, c'est pas dénoncé. Il n'y a pas beaucoup de familles qui visitent leurs proches et qui se désolent et qui s'inquiètent, qui questionnent ou qui se plaignent. D'abord, de un, il y a le taux de visite auprès des proches aînés en soins de longue durée là, est gênant, d'une part. D'autre part, il n'y en a pas beaucoup qui vont dénoncer. Ensuite de ça, suite à une plainte administrative, les gens vont se faire dire c'était fait selon le protocole. Les protocoles sont mal appliqués. Le protecteur du citoyen le disait encore l'année passée. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de dénonciation publique qui sont faits. On l'a fait avec les abus, mais d'ailleurs, c'est l'origine du fonds Hélène Rumac. On l'a fait, on a fait un recours collectif, on a avancé. Il y a un autre recours collectif qui a été fait en Montérégie, eu égard aux contentions qui ont été appliquées, qui étaient appliquées pendant les années, j'ai plus les années en tête, là, mais dans les dernières années. Le recours a été autorisé, il y a eu un règlement là aussi pour l'application de contention de façon illégale et abusive. Alors, c'est petit peu par petit peu, c'est pas beaucoup connu, il y en a probablement peu d'entre vous qui le savaient. Donc, on n'en parle pas assez ou on ne diffuse pas assez. Et les milieux, eux autres, travaillent au mieux avec l'optique qui préserve, c'est la sécurité. La sécurité. Alors, pour eux, la sécurité elle passe par le fait de restreindre la liberté. Donc, il y a ce conflit-là là, de droit, là, et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des situations comme celle de votre maman qui est désolante. Je pense que c'est pas dénoncé parce que les gérants des CHSLD ne veulent pas entendre les dénonces des familles. J'ai lutté, j'ai dit, s'il vous plaît, enlevez ces médicaments-là. Pendant 4 ans, je n'ai pas réussi. J'étais là avec ma mère à tous les jours. Et puis, ils m'ont restricté les heures que je pouvais aller